Dans la première partie de ce cours, nous avons défini la notion de produit scalaire et nous avons beaucoup parlé de normes et de distances, surtout de normes et de distances associées à un produit scalaire. Le produit scalaire est en effet un outil qui permet d'introduire la notion de longueur sur un espace vectoriel. C'est donc un outil fondamental en géométrie. Nous allons aller encore un peu plus loin dans cette seconde partie et commencer à aborder la notion d'angle. Nous n'allons pas parler d'angle de manière générale, mais seulement d'angle droit, car, comme vous le savez déjà depuis le collège, le produit scalaire permet de déterminer si deux vecteurs sont orthogonaux. Nous allons généraliser cela à tous les produits scalaires, quel que soit l'espace vectoriel sur lequel ils sont construits. Dans la suite, nous allons donc à nouveau nous placer sur E un R espace vectoriel, muni d'un produit scalaire, que nous noterons comme nous l'avons toujours fait jusque-là de cette manière, et nous noterons avec double barre la norme associée. Alors, première définition qui vont nous suivre tout le reste de ce chapitre. Si x et y sont deux vecteurs de E, première définition, x est dit unitaire ou normé, s'il est de norme 1. Et puis enfin, la définition que nous attendons tous, x et y sont dits orthogonaux, si leur produit scalaire est nul. On note alors que x est orthogonal à y avec ce symbole que vous avez probablement déjà vu. Alors, plusieurs remarques. Le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs. Cela, nous le savons, puisque 0 scalaire qui vous voulez fait toujours 0, le produit scalaire étant une forme bilinéaire. Mais c'est de plus, le seul vecteur qui vérifie cela. Par exemple, prenons x, un vecteur dans E, tel que, pour tout y dans E, x est orthogonal à y. En particulier, x doit être orthogonal à lui-même. Ceci signifie que x scalaire x est nul. Donc la norme de x est nulle, et donc x est nul. Ce petit raisonnement sera utilisé assez souvent dans les exercices et même les démonstrations de ce chapitre. Autre remarque, si x est un vecteur non nul, le vecteur x divisé par sa norme est unitaire. En effet, nous savons que la norme de lambda fois un vecteur, où ici lambda est en fait le scalaire 1 sur norme de x, est égale à la valeur absolue du scalaire en question fois la norme du vecteur. Ici, évidemment, la valeur absolue de la norme de x est toujours égale à x, puisque la norme est positive, est toujours égale à norme de x, pardon. Nous obtenons donc bien norme de x sur elle-même, c'est-à-dire 1. Le vecteur moins x sur sa norme aussi. Et ces deux vecteurs sont les seuls vecteurs unitaires qui sont collinéaires à x. Passons maintenant à quelques exemples de vecteurs orthogonaux. Nous avons déjà finalement vu les prémices d'un tel exemple dans la partie 1. Nous allons sur R2 introduire deux produits scalaires. Le premier produit scalaire que nous allons introduire est tout simplement le produit scalaire usuel. Et donc pour ce produit scalaire usuel, si je prends le vecteur 2, 3 et le vecteur 6, 4,
leur produit scalaire est nul. Donc, ces deux vecteurs sont orthogonaux pour le produit scalaire usuel. Mais nous savons qu'il existe d'autres produits scalaires sur R2. En particulier, si nous définissons ce produit scalaire, le produit scalaire qui a x1, y1 et x2, y2 associe x1, x2 plus 4y1, y2 plus x1, y2 plus x2, y1. Je vous laisse le soin de démontrer qu'il s'agit bien d'un produit scalaire. Alors, si nous prenons les deux vecteurs précédents et que nous calculons leur produit scalaire, 2, 3 scalaire 6 moins 4, ici, est égal à 12 moins 48 moins 8 plus 18, ce qui est égal à moins 26, qui n'est évidemment pas nul. Donc pour ce produit scalaire, ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Mais si nous calculons 2, 1 scalaire moins 2, 1, nous obtenons moins 4, plus 4, plus 2 et moins 2, qui est bien nul. Donc pour ce produit scalaire, le vecteur 2, 1 est orthogonal au vecteur moins 2, 1. C'est-à-dire que pour ce produit scalaire, si nous faisons le dessin suivant, je vais tracer donc un axe que je vais graduer. Donc, mettons qu'ici nous avons l'unité, alors 2 se trouve ici. Moins 2 en abscisse va se trouver là. Et donc le premier vecteur de coordonnées 2, 1, alors j'aurais pu tout de même indiquer que 1 en ordonnée se trouve ici. Donc notre premier vecteur 2, 1, c'est ce vecteur-là. Et le second vecteur, moins 2, 1, c'est celui-ci. Et bien pour ce produit scalaire, entre ces deux vecteurs, nous avons un angle droit. Donc le choix du produit scalaire détermine entièrement la géométrie de notre espace vectoriel. Ici nous avons un angle droit. D'accord ? Donc nous avons déjà vu que la norme d'un vecteur dépend du produit scalaire. Si vous prenez deux produits scalaires différents, un même vecteur a des normes différentes, donc les longueurs ne sont pas les mêmes suivant les choix du produit scalaire, et bien les angles non plus ne sont pas les mêmes suivant les choix du produit scalaire. Pour différents produits scalaires, nous avons différentes géométries sur l'espace vectoriel considéré. Nous allons maintenant aller plus loin que la définition de l'orthogonalité de deux vecteurs. Nous allons définir ce qu'est une famille orthogonale. Si nous prenons P vecteur de E, la famille que ces vecteurs constituent est dite orthogonale si ces vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. C'est-à-dire avec des quantificateurs, si pour tout i et j appartenant à 1p, lorsque i est différent de j, nous avons xi orthogonal à xj. C'est une notion qui va être importante pour la suite. Commençons par un exemple simple dans R3, où nous allons d'ailleurs pouvoir voir quelques petites astuces de calcul dans R3. Imaginons que dans R3, j'ai le vecteur u de coordonnées 1, 2, 1. Alors je précise que nous allons nous placer dans R3 pour le produit scalaire usuel. Je souhaite déjà déterminer un premier vecteur orthogonal à u. Pour cela, une astuce relativement classique est d'imaginer que l'on ne prend que les deux premières coordonnées de u et que ces deux premières coordonnées sont traitées comme un vecteur de R2. D'accord ? Je suis donc capable de donner un vecteur orthogonal à celui-ci. Il suffit d'inverser les deux coordonnées et de mettre un signe moins sur l'une des deux. Maintenant, je sais que, en considérant uniquement ces deux premières coordonnées, le produit scalaire va être nul. Il me suffit donc de rajouter un 0 en troisième coordonnée pour avoir un vecteur v de R3 orthogonal à u. J'aimerais ensuite trouver un troisième vecteur w qui soit à la fois orthogonal à u et à v, de sorte que la famille UVW soit orthogonale dans R3. Pour cela,
il faut calculer ce que l'on appelle le produit vectoriel de U et de V. Nous allons donc poser W égale produit vectoriel de U et de V. Le produit vectoriel n'est plus au programme au lycée, je vous explique comment le calculer. Sans entrer dans les détails, d'ailleurs nous reparlerons de ce produit vectoriel plus loin dans ce chapitre, voici une astuce de calcul. Nous allons copier dans une matrice les coordonnées de U puis celles de V, et puis nous allons mettre dans une dernière colonne des coefficients bidons, par exemple ABC. Je vais chercher à calculer le déterminant de cette matrice en développant ce déterminant par rapport à la dernière colonne. Alors, je voudrais tout de même encadrer un peu cela que vous voyez les choses, donc nous allons développer par rapport à la dernière colonne. Donc à quoi va être égal ce déterminant? Nous savons qu'il est égal à plus, moins, plus, donc plus A fois le déterminant de 2, 1, 1, 0, moins B fois le déterminant de 1, moins 2, 1, 0, plus C fois le déterminant de 1, moins 2, 2, 1. Eh bien, ces trois coordonnées, donc ces trois déterminants ici, le premier qui est ici, le deuxième qui est ici avec son signe moins, et le troisième qui est là. Alors ABC ne vont pas intervenir. Ces trois déterminants vont exactement être les trois coordonnées, dans cet ordre, du produit vectoriel de U et de V. Donc ici, le produit vectoriel de U et de V, c'est donc un vecteur à trois coordonnées, qui aura comme première coordonnée le déterminant de la matrice orange, 2, 1, 1, 0, donc moins 1. En seconde coordonnée, nous aurons avec le signe moins devant le déterminant de cette deuxième matrice, donc 2, et en troisième coordonnée, le déterminant de la troisième matrice, c'est-à-dire 5. Vous pouvez vérifier que ce vecteur, moins 1, 2, 5, est orthogonal à la fois, alors évidemment, j'ai fait exactement l'erreur qu'il ne faut pas faire, j'ai oublié le signe moins ici. C'est l'erreur classique, hein. Donc, j'obtiens moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, 5, et je vous laisse vérifier que W est bien orthogonal à la fois à U et à V, par exemple en recalculant leur produit scalaire. Alors, la famille UVW est une famille orthogonale de R3, pour le produit scalaire usuel, puisque nous avons vu que pour un autre produit scalaire, elle n'aurait aucune raison d'être orthogonale. Autre exemple plus compliqué qui est le point de départ de la théorie de Fourier. Considérons grand E l'espace vectoriel de toutes les fonctions continues de 0 de pi dans R. Et pour tout n dans n, nous posons f indice n, la fonction donc de 0 de pi dans R, qui à x associe cosinus de nx. Alors, nous allons montrer que la famille Fn quand n parcourt n est une famille orthogonale de E. Bon, le fait que toutes les fonctions Fn soient continues ne pose pas de problème, donc c'est bien déjà une famille de E. Prenons ensuite n et m, deux entiers naturels différents. Alors évidemment, il faudrait, j'aurais dû le préciser avant, préciser tout de même quel produit scalaire nous regardons sur E. Nous allons prendre le produit scalaire usuel de E que nous avons défini dans la partie 1. Le produit scalaire considéré et le produit scalaire usuel sur E, c'est-à-dire que nous considérons que f scalaire g, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de f fois g. Donc pour ce produit scalaire, la famille Fn est une famille orthogonale de E. Donc prenons deux entiers naturels distincts n et m, nous allons calculer le produit scalaire de Fn et de Fm. Il est égal à l'intégrale de 0 à 2pi de cosinus nx fois cosinus mx dx, et nous savons par formule de trigonométrie que ce produit de deux cosinus est égal à 1/2 fois
le cosinus de n plus mx plus le cosinus de n moins mx dx. Mais ici, les deux entiers n plus m et n moins m sont des entiers naturels. Enfin, le premier n plus m est un entier naturel non nul, puisque n et m sont distincts et positifs, donc ils ne peuvent pas être nuls tous les deux. Et le deuxième est un entier peut-être négatif, mais en tout cas non nul. Quand nous intégrons un cosinus de 0 à 2π, nous obtenons toujours 0, à condition que ce cosinus ne soit pas constamment égal à 1, ce qui est le cas ici, puisque nos deux entiers n plus m et n moins n ne sont pas nuls. Nous obtenons donc 2, et notre famille est bien une famille orthogonale de E. Et nous en arrivons maintenant au fameux théorème de Pythagore. Vous le connaissez bien entendu dans le plan, avec un triangle rectangle, nous pouvons l'énoncer maintenant dans n'importe quel espace vectoriel euclidien, ou même pré-hilbertien, à nouveau, dès que nous avons un produit scalaire, que la dimension soit finie ou non, nous aurons ce théorème. Donc prenons n vecteurs de E, tel que la famille V1, Vn soit orthogonale. Alors, la norme de la somme des VK, alors la norme au carré, est égale à la somme des normes au carré. Alors c'est bien tout à fait le théorème, enfin une généralisation du théorème de Pythagore que vous connaissez dans le plan, puisque si nous prenons un triangle rectangle dans le plan, comme ceci, nous avons ici donc deux vecteurs, alors le vecteur V2 puis le vecteur V1. Quelle est la somme de ces deux vecteurs? La somme de ces deux vecteurs, c'est le vecteur V1 plus V2 que nous pouvons tracer ici, et qui est la diagonale du rectangle dont les deux côtés sont définis par V1 et V2. Maintenant, il est bien clair que la norme, la longueur de cette diagonale est égale à la longueur de cette diagonale, de l'autre diagonale, hein, puisque nous sommes ici dans un rectangle. Donc le segment en pointillé a la même longueur que le segment rose plein. Donc lorsque vous dites dans le théorème de Pythagore dans le plan que la norme de V1 au carré plus la norme de V2 au carré, donc la somme des carrés des côtés, est égale au carré de l'hypoténuse, vous obtenez bien que V1 carré plus V2 carré en norme est égal à la norme au carré de V1 plus V2. Donc ici nous le généralisons à n'importe quel espace vectoriel, pas forcément de dimension finie, et en plus avec une famille orthogonale qui a n vecteurs, donc beaucoup plus que 2 vecteurs. Il est encore possible de faire un dessin dans l'espace éventuellement, après il devient compliqué de faire des dessins. La démonstration quant à elle ne pose aucun problème particulier, comme vous allez le voir. Il s'agit d'un simple développement, avec évidemment toujours la même méthode. Lorsque vous voyez une norme au carré, pour faire des calculs, il faut systématiquement repasser par le produit scalaire. Donc nous allons calculer la somme des VK scalaires elles-mêmes. Pour que le calcul soit plus simple, comme nous allons faire intervenir deux sommes, nous n'allons pas donner le même nombre d'indices dans les deux sommes. Par linéarité par rapport à la première variable, il est possible de sortir la somme des k du produit scalaire. Et puis, de la même manière, par linéarité par rapport à la deuxième variable, nous pouvons également sortir la somme sur j. Maintenant, si k est différent de j, vk scalaire vj est nul, ce qui fait que dans la somme pour j allant de 1 à n, seul le terme en vk scalaire vk n'est pas nul. Donc si j est différent de k, je vais les garder dans le même ordre, vk scalaire vj est égal à 0. Et c'est exactement le résultat que nous voulions. Nous avons bien ici la somme des k allant de 1 à n des normes de vk au carré. Nous avons donc bien démontré ce théorème.
Nous en verrons des applications au fur et à mesure du chapitre. Donnons quelques autres propriétés sur les familles orthogonales. Première propriété, une famille orthogonale qui ne contient pas de vecteur nul, le vecteur nul est libre. Alors, si vous regardez la définition de famille orthogonale, elle peut tout à fait contenir le vecteur nul. Évidemment, en général, ces familles ne sont pas très intéressantes. Donc si vous partez d'une famille orthogonale et que vous enlevez toutes les occurrences du vecteur nul, vous obtenez une famille orthogonale qui ne contient évidemment plus le vecteur nul, et cette famille est nécessairement libre. Là aussi, une démonstration sans piège. Prenons x1, xn, une famille orthogonale, telle que, donc, pour tout i, xi n'est pas nul. Prenons-en une combinaison linéaire nulle, donc soit lambda 1, lambda n dans R, telle que la somme pour i allant de 1 à n des lambda i xi est nulle. Alors, calculons le produit scalaire de x1 et de cette somme. Il est donc nécessairement nul, puisque le deuxième terme est nul. Donc ici, nous pouvons bien préciser que 0 est égal à ce produit scalaire, puisque, à nouveau, le deuxième membre ici est nul. Si nous développons, là encore, par linéarité par rapport à la deuxième variable, ce produit scalaire, nous obtenons une somme de x1 de lambda i fois x1 scalaire xi. Exactement comme dans la démonstration du théorème de Pythagore, xi scalaire x1 est toujours nul puisque la famille est orthogonale, sauf lorsque i est égal à 1. Il ne reste que lambda 1, norme de x1 au carré. Et ce terme n'est pas nul. Enfin, pas ce terme, mais cette norme de x1 au carré n'est pas nulle puisque nous avons supposé que x1 n'était pas nul. Donc nous obtenons bien lambda 1 égale 0, et nous pouvons faire exactement le même calcul pour les autres lambda i. Donc pour tout i, lambda i est nul, et la famille est libre. Ce qui, comme corollaire nous avons un corollaire immédiat. Si E est de dimension finie, et que nous appelons petit n cette dimension, et si x1, xn est une famille orthogonale sans le vecteur nul, elle est orthogonale ne contenant pas le vecteur nul, alors cette famille est une base de E. Donc grâce à cette notion d'orthogonalité, nous avons encore un nouvel outil à notre disposition pour montrer qu'une famille est une base, en dimension finie. Nous pouvons soit montrer qu'elle comporte le bon nombre de vecteurs et qu'elle est libre, ou qu'elle contient le bon nombre de vecteurs et qu'elle est génératrice, ou alors, comme nous venons de le voir, qu'elle contient le bon nombre de vecteurs et qu'elle est orthogonale, sans le vecteur nul.